Inabo, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Djinou, je suis originaire du Cameroun. Je porte un prénom camerounais qui signifie sagesse. Dans le cadre de la réhabilitation de la culture africaine, je présente sur ce plateau uniquement des événements ou des fêtes importants pour le peuple noir. À l'occasion de la commémoration de la journée du 25 mai, qui est la journée de la libération de l'Afrique colonisée, je vais vous présenter une très grande civilisation africaine de l'époque précoloniale. Le 25 mai a été fixé en 1963 par les pères du panafricanisme. Cette présentation aidera le peuple noir à se défaire des préjugés racistes qu'il subit de la part des peuples à peau blanche et à renforcer sa confiance en soi, puis son estime de soi. La première partie de la commémoration de la journée du 25 mai est portée sur l'Empire du Mali. Situation géographique de l'Empire du Mali. C'était un État africain qui avait existé entre les XIIIe et XIVe siècles et était situé en Afrique de l'Ouest. C'était un grand empire qui s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'aux pays actuels tels que l'Est du Mali, la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, le sud de la Mauritanie, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire. Il est difficile aux historiens de localiser avec précision la capitale de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali fut fondé par les Mandingues qui s'appellent encore les Malinké. L'économie de cet empire reposait sur l'exportation de l'or vers l'Afrique du Nord musulmane et l'Europe. Il connut son essor au XIVe siècle grâce au contrôle du commerce entre la zone équatoriale et le nord de l'Empire. Création de l'Empire par Sundiata Keïta. Il existe plusieurs sources qui racontent l'histoire de l'Empire du Mali. Ces sources sont par exemple, les écrits des géographes ou voyageurs arabes qui ont parcouru ou recueilli des informations sur la région du XIIe ou XIVe siècle. Les légendes locales maliennes ou les chroniques rédigées par les lettrés installés dans la boucle du Niger au XVIe siècle. Sundiata Keïta est le fondateur de l'Empire du Mali. Lorsqu'il fut proclamé monarque suprême, on lui donna des titres honorifiques comme par exemple Mari Diata qui signifie prince lion. L'empire s'appelait le Manden, car Sundiata était mandingue. Selon les sources qui racontent l'histoire de l'Empire du Mali, Sundiata Keïta serait le fils de Naré Magane Konaté qui est le roi du Kiri. Il est le fils de la seconde épouse de son père. Il naquit en 1190 avec un handicap physique au niveau des jambes. C'est à l'âge de 7 ans qu'il commença à marcher. Son père mourut en 1218. Malheureusement cet événement était doublement tragique pour lui, car lui, sa mère et ses sœurs étaient maltraités par le frère aîné qui était devenu roi. C'est à cause de ces persécutions qu'il s'était exilé. Un adversaire de l'Empire du Mali semait la terreur dans la région et avait conquis certains royaumes. C'était Soumaoro Kanté, roi de Sosso. Les Mandingues avaient imploré le secours de Sundiata Keïta pour contrecarrer le roi Soumaoro Kanté. Sundiata avait su unir les tribus mandingues vers 1230. Il mena la guerre contre le royaume du Sosso à partir des années 1230. Grâce à la puissante alliance qu'il forma avec d'autres chefs mécontents et fatigués de la dure domination de Soumaoro Kanté. Il vainquit les Sosso dans une bataille décisive à Kurina en 1235. Depuis cet événement le peuple mandingue le proclama Mansa ce qui veut dire roi des rois. C'est à la suite de cette victoire que Sundiata Keïta fonda l'Empire du Mali. En 1240 Sundiata avait conquis l'Empire du Ghana. Il détruisit sa capitale. Par cette victoire, il s'empara des richesses des gisements d'or du Bambouk. Bambouk était situé entre le Sénégal et le Mali. L'organisation politique de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali était composé de différents royaumes, dirigés par le Mansa qui est l'empereur. Il n'y avait pas de règle de succession au trône, soit le fils soit le frère du roi défunt devenait roi, mais il fut décrété à l'époque que les futurs rois de l'Empire du Mali seraient choisis parmi le clan Keïta. L'Empire du Mali dura environ 3 siècles.
Plusieurs souverains s'étaient succédés au trône. 17 sont connus entre 1255 et 1400. Leur règne avait duré entre 1 an et 20 ans. Ils étaient généralement des successeurs de Sundiata Keïta. Au temps de Sundiata Keïta, le gouvernement était centralisé. Son empire avait une diplomatie et une armée très compétentes. Ces atouts avaient permis à Sundiata Keïta d'étendre grandement son empire. Selon les récits historiques, son empire serait le plus grand d'Afrique. Il donne le nom Mali à son empire, ce qui signifie le lieu où vit le roi. Le plus célèbre de ses successeurs était Kankou Moussa ou Mansa Moussa. Il régna de 1312 à 1327. Il était reconnu comme un grand bâtisseur, car c'était de lui que venait la construction de la mosquée de Tombouctou. À son époque, il attira beaucoup de savants arabes sur les rives du Niger. Il avait contribué à un plus grand essor de l'empire du Mali. Il avait marqué son époque avec le fabuleux pèlerinage qu'il fit à la Mecque à partir de 1324. Pendant son voyage, il répandait de grandes quantités de poudre d'or qui dépassaient plus de 10 tonnes. Malheureusement, cela avait eu un impact négatif sur l'économie des régions qu'il traversait. Ce regressement de l'économie dura pendant des dizaines d'années. Le Mansa avait le monopole des marchandises clés, par exemple. Lui seul était autorisé à posséder des pépites d'or, les commerçants eux devaient se contenter de poussière d'or. Selon les récits historiques, le roi possédait certaines qualités mystiques et tous ses sujets lui étaient loyaux. Voici les descriptions de certaines normes de comportement à l'égard du roi. Personne n'avait le droit d'être en présence du roi quand il mangeait, tous les visiteurs se tenant devant lui, devaient être pieds nus, se prosterner et se verser de la poussière sur la tête. Le culte du souverain et l'extrême centralisation du gouvernement en une seule personne étaient un avantage pour la prospérité de l'empire du Mali indépendamment des qualités du roi. Sous le règne de Sundiata Keïta, l'empereur était assisté par un conseil des anciens et de chefs locaux. Les audiences avec le roi étaient tenues dans le palais royal ou sous un grand arbre. Le roi était aussi à la tête de la justice et travaillait en collaboration avec des conseillers juridiques. Sous le règne de Mansa Moussa, l'empereur était assisté par un vizir. En plus du vizir, l'empereur était assisté par un conseil des anciens. Le vizir assumait la fonction de premier ministre. Sous le règne de Mansa Moussa, l'empire fut divisé en provinces pour y assurer une meilleure gestion. Chaque province était dirigée par un gouverneur qu'on appelait Farba. Les gouverneurs étaient nommés par l'empereur. Ils étaient responsables des impôts locaux, de la justice et du règlement des problèmes tribaux. L'administration fut améliorée grâce à de plus grands registres conservés et envoyés au bureau centralisé du gouvernement à Niani. Avec plus d'hommages de la part des chefs conquis, plus de routes commerciales sous le contrôle du Mali et encore plus de ressources naturelles à exploiter, Mansa Moussa et l'élite malienne devinrent immensément riches. Le roi dépensa tellement d'or au cours de sa visite au Caire en 1324, que cela fit chuter le prix des lingots d'or de 20% et donna naissance à la rumeur selon laquelle le Mali serait un royaume pavé d'or. Un cartographe espagnol s'inspira vers 1375 de ces événements pour dessiner la première carte européenne de l'Afrique de l'Ouest. Sur cette carte était dessiné Mansa Moussa portant une couronne en or et ayant en main un énorme morceau d'or. Les explorateurs européens auraient essayé pendant les 5 siècles suivants de localiser la source de cet or et la légendaire ville marchande de Tombouctou. De nombreux chefs locaux étaient autorisés à gouverner leur propre peuple, mais avec l'aide d'un gouverneur nommé par les Maliens pour les seconder, souvent appuyé par une garnison. Il y avait des ministres aussi dans le royaume. Ils étaient présents dans l'administration. Ils avaient des fonctions spécialisées en fonction de leurs compétences. Ils étaient en grand nombre et aidaient le roi. Les ministres clés étaient par exemple le chef de l'armée et le maître des cérémonies et chef de l'orchestre royal. Il y avait des secrétaires sous le règne de Mansa Moussa. Ils étaient chargés des relations écrites avec le monde musulman.
Sous le règne de Mansa Moussa, l'armée comportait environ 100 000 hommes. Elle était composée d'une aristocratie à cheval accompagnée d'archers ou de lanciers. La cavalerie en armure avait 10 000 chevaux. À la tête de l'armée était le talentueux général Saran Mandian. Les soldats de l'Empire du Mali étaient recrutés de chaque province. Grâce à une armée puissante, l'empereur avait pu agrandir doublement son territoire. Ainsi, il contrôlait des terres jusqu'à la Gambie et au Bas-Sénégal à l'ouest, au nord. Les tribus tout au long de la région frontière du Sahara occidental furent dominées. À l'est, le contrôle s'étendait jusqu'à Gao sur le fleuve Niger. Et au sud, la région de Buré et les forêts de ce que l'on appelait la Côte de l'Or tombèrent sous la supervision du Mali. À travers son extension, l'Empire du Mali avait inclus un grand nombre de groupes religieux, ethniques et linguistiques différents. La population de l'Empire du Mali, quant à elle, était composée de différentes ethnies. Voici quelques ethnies comme les Mesufas, les Touaregs, les Fulbi, les Peuls, les Toucouleurs, les Soninké, les Songhré, les Wolofs, les Mandingues, etc. Organisation sociale de l'Empire du Mali. La société mandingue serait subdivisée en clans. Il y aurait eu 16 clans d'hommes libres. La famille royale ferait partie des clans des hommes libres. Il existerait aussi d'autres clans comme par exemple 4 clans de griots, 5 clans d'artisans et 5 clans de marabouts. Selon la tradition mandingue, Sundiata Keïta serait l'auteur de l'organisation de la société en clans. Un but principal de l'empereur Sundiata serait le règne de l'harmonie entre tous ces clans. Ainsi, il instaura la parenté de plaisanterie qui serait un système d'assistance amicale entre ces clans. C'est à cette époque que la charte du Mandan ou charte de Kurukan-Fuga vit le jour. Cette charte met l'accent sur le refus de l'esclavage, l'égalité entre les hommes, le refus de la guerre, etc. L'économie de l'Empire du Mali. Les revenus des dirigeants maliens reposaient sur ces 3 choses: impôts sur le commerce, les marchandises étaient achetées et vendues à des prix beaucoup plus élevés, puis la possession de leurs propres ressources naturelles. Les royaumes qui avaient été vaincus par l'Empire du Mali payaient un tribut. L'Empire du Mali prospéra et se développa au cours du siècle suivant pour devenir l'un des empires les plus riches d'Afrique, dont la richesse étonnerait à la fois l'Europe et l'Arabie. Tombouctou fut fondé vers 1100 par les nomades Touaregs. C'était un port commercial semi-indépendant qui avait le double avantage d'être sur le coude du fleuve Niger et au point de départ des caravanes transsahariennes. La ville fut monopolisée puis prise par les rois maliens qui en firent l'un des centres commerciaux les plus importants et les plus cosmopolites d'Afrique. Des marchandises précieuses transitaient à Tombouctou. C'étaient des biens aussi précieux que l'ivoire, les textiles, les chevaux pour l'armée, la verrerie, les armes, le sucre, les noix de cola, les céréales, les épices, les perles de pierre, les produits artisanaux, etc. Le commerce se faisait soit par le troc, soit par échange avec des lingots de cuivre ou d'or, ou avec des quantités fixées de sel, ou d'ivoire, ou même avec des coquilles de cauris. L'économie de l'Empire du Mali reposait sur l'exploitation des riches gisements d'or du Bambouk. Ces gisements appartenaient à l'Empire du Ghana. Le commerce extérieur de l'Empire du Mali se faisait avec l'Afrique du Nord à travers le Sahara. Seul le roi contrôlait les pépites d'or. Les villes de Tombouctou, Djenné étaient des villes commerçantes prospères. L'Empire du Mali devenait puissant et prospère grâce à son contrôle des échanges commerciaux avec la zone équatoriale et le Nord. Le commerce intérieur de l'Empire du Mali se faisait par échange de produits d'élevage, de pêche et agricoles tels que le riz africain rouge, le millet, les légumineux, les tubercules et les racines, les oléagineux, les plantes à fibres et les fruits. Les spiritualités dans l'Empire du Mali. Sous le règne de Sundiata Keïta, l'islam existait déjà. Selon les récits des voyageurs et chroniqueurs musulmans, Sundiata Keïta serait converti à l'islam pendant que la tradition orale malienne affirme que l'empereur malien n'ait jamais abandonné les croyances traditionnelles maliennes, malgré la présence de l'islam dans le royaume.
Sous le règne de Mansa Moussa, l'islam se répandit rapidement en Afrique de l'Ouest. Les religions existantes dans l'Empire du Mali étaient l'islam et l'animisme. Les activités commerciales de l'Empire du Mali attirèrent les marchands musulmans. Ces derniers convertirent les dirigeants maliens à l'islam qui, à leur tour, répandirent l'islam grâce à des centres d'apprentissage aussi réputés que Tombouctou. La noblesse mandingue avait adopté l'islam tandis que l'animisme était dominant parmi les paysans. L'empereur fit un pèlerinage à la Mecque et ramena chez lui des architectes, des savants, et des livres musulmans. Des mosquées, des écoles coraniques, de grandes bibliothèques et des universités furent construites et reçurent rapidement une réputation internationale. Dans les écoles et universités, on enseignait l'islam, l'histoire, la géographie, l'astronomie, la médecine, etc. Ces bibliothèques avaient des dizaines de milliers de livres et de manuscrits qui existent encore de nos jours. Depuis cette époque où la conversion s'était répandue en Afrique de l'Ouest, l'islam n'était plus considéré comme une religion étrangère, mais comme une religion noire africaine. La propagation de l'islam n'a pas empêché que la spiritualité animiste soit toujours pratiquée. L'islam implanté au Mali a des pratiques différentes de celles du monde arabe, car l'élite malienne de cette époque n'avait pas abandonné totalement leur spiritualité traditionnelle. L'art et la culture maliens. La culture des Mandingues était basée sur une riche tradition orale de légendes et histoires communautaires racontées par des griots. Les griots étaient des conteurs, qui racontaient à la population des histoires transmises de génération en génération. Ils racontaient ces histoires en chantant ou en jouant de la musique. Les griots chantaient aussi l'éloge de la noblesse, des personnes bienfaisantes, des héros, des chasseurs de renom, etc. La musique était jouée lors des festivités. L'art malien était plus basé sur la poterie et les sculptures. Les sculptures étaient faites de poterie massive et mesuraient généralement jusqu'à 50 cm de haut. Les sculptures sont renforcées à l'intérieur avec des tiges en fer. Les sculptures étaient faites en bois, en laiton et en pierre aussi. Les sculptures étaient utilisées pour des raisons rituelles ou funéraires. La décoration était peinte ou faite par deux pièces. La décoration était peinte, ou faite par deux pièces. On y trouvait des figures humaines. Des sculptures étaient aussi utilisées comme des objets décoratifs. L'architecture. Quelques bâtiments de l'Empire du Mali existent encore de nos jours et ont une réputation internationale, comme par exemple la mosquée de Sankoré à Tombouctou, les immenses mosquées de Mopti et Djenné. Ce sont des héritages culturels et des témoignages de la riche histoire précoloniale de l'Afrique. La plupart des bâtiments sont construits en terre battue ou cuite, car les pierres y manquaient. Pour stabiliser les constructions, les architectes maliens ont pu construire des mosquées imposantes ayant plusieurs étages avec des tours, ayant d'immenses portes en bois et des minarets à étages. En plus des mosquées, il y avait d'autres grands bâtiments comme des entrepôts où les marchandises étaient stockées avant leur vente. On les appelle fondacs. Il y avait dans ces entrepôts jusqu'à 40 appartements pour les commerçants. Toutefois, il y avait très peu de maisons en pierre qui appartenaient à l'élite malienne. Selon les récits des chroniqueurs arabes, il existait d'autres types de maisons domestiques qui étaient construites avec des briques de terre battues et avec des plafonds faits de poutres et de roseaux en bois, le tout formant un toit conique. Le plancher était fabriqué en utilisant de la terre mélangée avec du sable. Le déclin de l'Empire du Mali s'amorça au XVe siècle. La mort du roi Mansa Souleymane en 1360 avait engendré des querelles de succession et à des guerres civiles. C'étaient des frères et des oncles qui s'affrontaient entre eux pour le trône. Ces guerres civiles étaient l'une des principales causes de l'affaiblissement de l'Empire sur plusieurs plans. Cela avait été une bonne opportunité pour des peuples voisins pour attaquer l'Empire du Mali. Les assaillants environnants étaient les Mossi, les Touaregs, les Peuls et les Songhai. Il eut de nouvelles routes commerciales, ce qui avait permis à plusieurs royaumes rivaux de se développer en Afrique de l'Ouest. Le Songhai en fut un exemple.
Les navires européens, surtout ceux des Portugais, naviguaient le plus souvent le long de la côte ouest de l'Afrique pour effectuer les échanges commerciaux. L'Empire du Mali avait perdu la Gambie et cela avait perturbé le commerce avec les Portugais. L'Empire chérifien marocain avait conquis une partie des terres de l'Empire du Mali au milieu du XVIIe siècle. Il ne restait du Grand Empire du Mali qu'un groupe de chefferies sur lequel le roi dominait. Voici quelques citations positives sur l'Empire du Mali. Première citation. Les actes d'injustice sont rares chez eux, de tous les peuples c'est celui qui est le moins porté à en commettre, et le sultan ne pardonne jamais à ceux quiconque s'en rend coupable. Dans toute l'étendue du pays il règne une sécurité parfaite, on peut y demeurer et voyager sans craindre le vol ou la rapine. Deuxième citation. La salle d'audience a 3 fenêtres en bois recouvertes de plaques d'argent, et au-dessous, 3 autres recouvertes de plaques d'or. Les écuyers arrivent avec des armes magnifiques, carquois d'or et d'argent, sabres ornés d'or ainsi que leurs fourreaux, lances d'or et d'argent, massues de cristal. Troisième citation. En 1324 après le pèlerinage de son empereur à la Mecque, le Mali était devenu une terre quasi mythique pour l'Europe et l'Afrique du Nord. On connaissait la richesse de cet empire flamboyant, on avait entendu parler de son centre culturel à Tombouctou où on enseignait le droit, la philosophie, l'astronomie et la théologie. Mais les historiens découvrent une civilisation encore plus fascinante qu'on ne le croyait. Quatrième citation. Outre l'organisation du commerce et l'intense activité artistique, ce qui frappait le visiteur étranger, c'était la paix et la sécurité qui régnaient dans tout l'Empire. Chose incroyable à cette époque moyenâgeuse où les pillards, les pirates et les voleurs sévissaient un peu partout à travers le monde. Pendant que l'esclavage était en pleine expansion, le grand Sundiata organisa des brigades contre l'esclavage. Réflexion sur les comportements des mandingues. Comportement positif. L'empereur était soucieux du bien-être de son peuple, soucieux de l'autonomie du royaume face aux autres peuples. Il était audacieux, dynamique, stratégique, intelligent, sage, tolérant envers les religions importées. Il avait créé pour le peuple des centres d'apprentissage intellectuel. Il avait du respect pour la spiritualité traditionnelle, malgré la présence de l'islam. Il avait travaillé dur pour atteindre un haut développement de l'Empire. Quant au peuple, il était soucieux du bien-être de la société, il aspirait à la paix et à la sécurité de tout le peuple. Il était créatif, intelligent, sage, allié avec l'empereur. Il avait le respect pour son prochain. Voici quelques comportements négatifs. L'empereur gaspilla de l'or au Caire et durant son voyage au pèlerinage à la Mecque. Il n'avait pas instauré de règlement précis concernant la succession au trône. Les successeurs du roi avaient provoqué des guerres civiles dans le royaume et le déclin de l'Empire du Mali. Le peuple quant à lui n'a pas gardé l'unité du royaume après les guerres civiles. Il n'a pas essayé de rebâtir le royaume après son déclin. Peuple noir, méditez beaucoup sur cette présentation et qu'elle vous serve de miroir pour retrouver votre vraie identité qui fut salie pendant des siècles par des peuples mal intentionnés. Votre histoire n'a pas commencé au temps de la colonisation. De plus, les colons n'avaient pas découvert le continent africain pendant la période coloniale, mais bien avant cela, comme le démontrent les récits sur l'Empire du Mali. À cette époque, la haute civilisation malienne était connue de l'Arabie et de l'Europe. Veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.